L'Europe. L'Europe. À quelques mois d'élections européennes capitales, tout le monde a ce mot à la bouche. Mais de quoi parle-t-on? De la machine technocratique de Bruxelles? Simple syndicat d'intérêt économique perdu dans le village global? D'un appendice vassalisé? Sans territoire? Sans histoire? Sans puissance? Certainement pas. L'Institut Iliade, qui va fêter ses 10 ans, vous invite au contraire à vous abreuver à la source pérenne, celle de notre civilisation plurimillénaire, l'Europe. L'Europe de nos pères, qui sera, si nous le voulons bien, l'Europe de nos enfants. Pour cela, il faut des Européens debout. Debout dans la tempête quand nos libertés sont bafouées. Debout dans la tempête quand notre identité est niée. Le 6 avril prochain, nous serons près de 1500 personnes dans le cadre prestigieux de la Maison de la Chimie à Paris. Je vous donne rendez-vous à ce grand moment d'intelligence et de convivialité. C'est le nôtre, c'est le vôtre. Inscription sur institut-iliade.com. Elle est directrice du collectif Némésis, association de protection des femmes. Elle intervient régulièrement sur les antennes de CNews, mais aussi de TV Liberté, de TVL. Il s'agit d'Alice Cordier. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Martial. Merci beaucoup d'être venue nous voir pour refaire un tour de vue et d'étape de votre association, savoir où nous en sommes, quelles sont les actions que vous menez. Et on va commencer bien évidemment par le commencement. Vous êtes né et créé en 2019. C'est un groupe qui se dit féministe, mais qui s'attaque aux supercheries des mouvements dits féministes. Cela nécessite effectivement une explication. Merci beaucoup. Alors, je suis un petit peu émue en plus de revenir vous parler de ça, puisque il y a déjà quelques années, en octobre 2019, quand on a lancé l'association, vous avez été un des premiers médias à nous donner la parole. Alors qu'à ce moment-là, on était vraiment peut-être une dizaine de militantes, on avait très peu de soutien au sein de la droite ou ailleurs, on avait très peu d'abonnés, enfin voilà, on débutait. Et déjà, vous nous aviez donné la parole, donc d'abord un grand merci de la part de TV Liberté pour sa fidélité. Ce sont des médias essentiels, notamment pour les associations comme nous. Alors, 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, nous revoilà. Et cette fois, pour vous faire un petit récap, donc Némésis est né en octobre 2019, de l'initiative de 7 jeunes femmes excédées. Excédées pour 2 raisons. La première, c'était le fait de ne pas se retrouver dans le néo-féminisme. Moi, j'appelle ça l'extrême gauche qui utilise le féminisme pour faire passer son agenda politique, mais chacun l'appelle comme il veut. Justement parce que ce néo-féminisme est gangréné par une idéologie qui l'empêche de dénoncer tout. La deuxième chose, ce pourquoi nous avons cofondé le collectif Némésis, ça a été cette insécurité dans l'espace public que de plus en plus de jeunes femmes ont commencé à connaître, notamment celles de ma génération, mais ça avait commencé un petit peu avant, par le biais du harcèlement sexuel, par le biais des agressions, des viols de prédation aussi, comme on dit, qui ont lieu dans la rue, et le fait que c'était quasi systématiquement le fait de personnes issues de l'immigration, que personne ne voulait en parler. Maintenant, on a des chiffres qui commencent doucement à prouver que ce qu'on disait il y a 4 ans était déjà vrai. Mais voilà, le combat a commencé comme ça, avec deux injustices. La première, l'injustice d'un néo-féminisme qui n'écoutait plus les femmes, ou que certaines, et cette deuxième injustice de l'insécurité accroissante dans l'espace public. Alors vous vous revendiquez aussi comme la génération Cologne. Le drame se souvient de ces 1200 femmes agressées pendant la nuit de la Saint-Sylvestre à Köln, à Cologne en 2016. C'est à la fois pour vous peut-être le symbole et le détonateur de votre engagement? Tout à fait, ça a été vraiment un symbole, puisque quand cette affaire a eu lieu, on a vu une omerta totale de la part des médias français, sauf certains évidemment. Mais globalement, il y a eu même des personnes qui niaient totalement, je pense à Boutelja, cette activiste d'extrême gauche, le fait que des femmes aient été violées en masse par des personnes issues de l'immigration. C'était quand même un viol collectif, on appelle ça un viol collectif, 1200 femmes, le même soir, dans la même ville, qui se font violer, agresser sexuellement. Et en fait, notre réaction était de dire, mais si demain ça nous arrive, ça veut dire que les féministes censées nous représenter, ceux qui se targuent de représenter 50% de la population, ne diront rien. En fait, elles choisissent aujourd'hui leurs victimes en fonction du profil de l'agresseur. Les viols de Cologne en sont la preuve, mais en fait, il existe tout un tas d'exemples. Je pense à l'affaire Mila, je pense à l'affaire récente de Claire, violée par un migrant sous OQTF, qui pourtant a fait le tour de certains plateaux télé et qui n'a pas du tout été relayé par les associations féministes. Il existe aujourd'hui une réelle crise dans ces associations qui sont pleines d'idéologie. Et nous, il était temps qu'il existe aussi une association qui fasse parler ces femmes-là. Moi, je les appelle un peu les grandes oubliées du féminisme, qui fassent parler ces femmes-là, qui rappellent aussi que
il existe des viols, il existe une insécurité et que ce n'est pas toujours le mâle, cis, blanc, dominateur, hétérosexuel. Vous connaissez très bien la chanson Martial, qu'elle mette comme porte-étendard, comme si c'était l'unique criminel ou violeur dans ce genre de fait. Et ce n'est pas le cas. Alors, votre combat, il est clair. Moi, j'ai bien compris de dénoncer l'impact dangereux de l'immigration de masse sur les femmes européennes, sur les femmes françaises tout en particulier. Est-ce que cela ne vous amène pas à passer finalement un peu quand même au second rang les violences qui sont faites aux femmes dans leur quotidien ou dans le cadre professionnel? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est relégué au second rang et qui serait un reproche des néo-féministes? Mais bien sûr. Alors, et d'ailleurs, c'est un reproche qu'elles nous font, sauf qu'en fait, elles sélectionnent de qui elles vont parler en fonction en effet du profil. Nous, on ne sélectionne pas. C'est-à-dire que sur nos réseaux sociaux, par exemple, vous allez retrouver toutes les violences qui ont pu faire l'objet d'une plainte, d'une condamnation, que ce soit en effet dans le cercle familial, mais aussi à l'extérieur. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est fait dans le cercle familial qu'on ne retrouve pas une surreprésentation, là aussi, de personnes issues de l'immigration. Néanmoins, les violences conjugales touchent beaucoup de milieux, des milieux très divers et variés, les violences faites aux femmes en règle générale, mais on remarque néanmoins, notamment avec le travail de la police, que certaines communautés sont plus au fait de ce genre d'actes que d'autres. Ah, vous êtes la directrice du collectif. Et je vois que vos engagements à toutes, mais le vôtre aussi en particulier, a un coût important. Tout d'abord, alors là, moi je suis toujours effaré par, je vous envie même, le nombre d'insultes dont vous êtes l'objet sur les réseaux sociaux, d'insultes, mais aussi bien évidemment de menaces, et là je ris moins. Comment vous tenez? Alors, moi j'ai été propulsée il y a 4 ans, rapidement, dès nos premières actions, où on s'était infiltré dans des manifestations féministes avec des pancartes dénonçant la question migratoire, ou encore cette action que vous connaissez, évidemment, vous en avez parlé, place du Trocadéro, où on était en niqab intégral avec une grande banderole, les Françaises dans 50 ans, c'était une question. Suite à ces actions-là, en fait, très rapidement, j'ai commencé à passer dans les médias, sans trop de préparation et sans trop réfléchir aussi. Ce qui a fait la force de cette association, c'est qu'on s'est lancé avec très peu de préparation et de moyens, mais en y croyant, puisqu'on avait juste ça en nous, cette colère de ne pas vouloir se faire étouffer derrière l'idéologie et la pensée unique. Alors, comment on tient? Tout simplement parce que déjà, nous sommes 150 militantes. Donc, derrière moi, j'ai une petite troupe quand même qui m'aide, qui me soutient. Nous sommes d'autres porte-parole. Il n'y a pas que moi aussi à prendre la parole sur cette association. Par contre, en effet, sur les réseaux, je suis celle au sein de l'asso qui a le plus de résonance. Et donc, en effet, qui dit résonance dit aussi pression et menace. Parfois de la part, en effet, de jeunes, de communautés maghrébines ou islamistes qui justement passent à l'acte dans les paroles. Ça s'est pas encore retranscrit dans l'espace public, mais aussi par certaines personnalités politiques qui enveniment ce discours-là, voire le justifient des discours de violence. Et en effet, là, c'est un petit peu plus compliqué. Quand c'est justifié par des gens censés vous représenter, je pense à des députés de la NUPES par exemple, là tout de suite on arrive sur un autre niveau. Néanmoins, j'ai toujours été persuadée que déjà je sais que mon combat est juste, je sais très bien que mon combat ne s'arrêtera pas, et surtout je suis profondément persuadée que dans quelques années tout le monde dira que nous avions raison. Et c'est ça qui m'aide moi vraiment à tenir, c'est que je suis convaincue que oui, cette insécurité existe évidemment, ce n'est pas juste un sentiment comme notre ministre voudrait nous le dire, nous le faire croire. Cette insécurité existe. Moi j'ai une petite sœur qui en a fait les frais, et c'est vrai que c'est ça qui me pousse et me motive de plus en plus, et tous les jours à continuer ce combat, quoi qu'il arrive. D'accord. Est-ce que l'idée de rester sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est de votre génération, évidemment, mais est-ce que la question se pose des fois? Quand vous me montrez que le matin, vous avez les 25 insultes, que vous republiez d'ailleurs un peu crânement, moi je me dis quand même, c'est lourd à porter. Moi j'ai quelques insultes, mais c'est tout petit. C'est lourd à porter, mais en fait, c'est le prix à payer. C'est bien de montrer qu'il y a véritablement une haine, et que la haine vient de certaines personnes, c'est pas tout le monde. Et aussi, aujourd'hui en France, moi, ce que je trouve assez scandaleux, c'est que
On est arrivé, entre un discours d'extrême gauche et des populations arrivantes, on est arrivé à ne plus avoir la possibilité de critiquer une religion, sous peine de se faire insulter. Moi, les choses, voilà, les insultes auxquelles vous faites référence ont eu lieu parce que je me suis étonnée de voir Emmanuel Macron à Marseille posé à côté d'une petite fille de 12 ans voilée. Moi, il y a 10 ans, voir une enfant de 12 ans voilée, j'ai l'impression en tout cas que c'était moins le cas dans l'espace public, ou du moins que ça faisait bondir. Une enfant de 12 ans voilée, c'est pas une enfant qui a choisi d'être voilée, c'est des parents derrière. Pour moi, c'est une sexualisation d'une petite fille. C'est quelque chose que je ne supporte pas et j'ai le droit en France, normalement, de le critiquer et de pouvoir émettre l'hypothèse qu'il y a quand même peut-être un problème de vision de l'enfant, de vision de la femme, etc. Et je me suis pris en effet une vague de harcèlement par rapport à ça, de la part de jeunes qui se disent musulmans, c'est-à-dire qu'ils le disent dans mes messages privés, ils l'assument totalement, ils mélangent ça d'ailleurs avec le combat Israël-Palestine, on ne sait pas très bien ce que ça fait là, mais eux, ils voient un sens, évidemment. On se retrouve confronté à une haine viscérale de la part d'une population qui se sent profondément discriminée réellement, alors qu'en fait je ne fais qu'appliquer la laïcité finalement qui existe en France et qu'on a le droit d'appliquer, mais pour eux la laïcité voudrait dire ne pas du tout parler des religions, alors qu'on a le droit aussi de critiquer et d'émettre l'hypothèse qu'en France, dans un pays comme le nôtre, on peut se questionner sur le fait de voir des petites filles voilées et l'image que ça renvoie. Mais ça, c'est pas possible. Alors, insulte, menace, omerta médiatique, bien sûr, hein, de la classe médiatique, et puis aussi le déni des politiques face au problème de l'immigration. Et en septembre dernier, vous avez interpellé directement Gérald Darmanin. C'était dans quelles conditions? Ça mérite d'être expliqué. Hein. Tout à fait. Alors, c'était lors de la grande braderie de Lille, le 2 septembre de tête. Et en fait, on avait prévu de faire en effet 2 actions. Donc, nous, notre mode d'action favori, on va l'appeler ainsi, c'est l'agite propre, c'est le happening médiatique, c'est-à-dire qu'on organise des actions, on déploie d'immenses banderoles, on véhicule un message choc pour que les médias en parlent et que ça provoque après un débat, etc. Et là, nous avions prévu de le faire à Lille pour 2 raisons. La première, c'est que Lille bat les scores aujourd'hui en termes d'insécurité. Elle légalise la ville de Saint-Denis. Et la deuxième, c'est que il y a un lycée, le lycée Averroès à Lille, qui à l'époque était subventionné par la région. Et donc, nous, on avait 2 actions prévues. Une le matin pour dénoncer l'un des 2 thèmes que je voulais vous aborder, et puis le deuxième pour parler du lycée. Et au milieu de ça, après notre première action, on a une militante qui me dit en riant, ah, c'est marrant, il y a Gérald Darmanin qui est à Lille. Et moi, je croyais que c'était une blague. Et elle me dit, mais non, il est vraiment là. Et donc, je me dis, bah, là, c'est l'occasion. On a notre ministre de l'Intérieur qui est là. C'est l'occasion de l'interpeller et de venir le questionner sur la non-application des OQTF, par exemple, puisque c'est un thème qui revient souvent. Nous, on le voit, on fait une veille médiatique sur nos réseaux sociaux. Il y a énormément de cas d'OQTF qui passent à l'acte en agressant des femmes. Et donc, je suis allée l'interpeller. Vous lui dites où est-ce qu'on en est concernant la non-application des OQTF. Exactement. Je vois les photos là, sur ce document-là. Il était à faire un bain de foule, c'est normal qu'on vienne l'interpeller sur ces questions-là. Et il a fui totalement, et c'est-à-dire que visiblement, j'ai même un petit peu gâché sa visite médiatique. Est-ce qu'il était en campagne en avance, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne l'a plus revu de l'après-midi et il est rentré. Donc ça, il ça l'a fâché. Ne fâché. faites pas de politique. Il m'a répondu en fuyant, ne faites pas de politique, alors que c'est quand même, il vient de faire un bain de foule, c'est normal qu'on puisse l'interpeller quand même. Je ne suis qu'une simple citoyenne, j'ai le droit de poser des questions à mon ministre. Voilà, donc je n'ai toujours pas eu ma réponse. Et d'ailleurs, voilà, l'évolution n'a pas eu lieu. 6% des OQTF sont appliqués aujourd'hui en France. Alors vous aviez déployé une banderole intitulée « Lille devient Saint-Denis, qui est la cause de nos soucis ?» Et il vous restait encore une autre action ensuite pour clore cette journée déjà bien remplie. Mais vous étiez aussi assez loin de deviner ce qui allait vous attendre. Tout à fait. Et donc, c'est peut-être la conséquence d'ailleurs directe. Eh bien, je ne voudrais pas faire de conclusion hâtive, mais en tout cas, après avoir interpellé Gérald Darmanin, on allait déployer une grande banderole du haut du Carlton. On avait privatisé la suite Coupole, 1 500 € si vous êtes intéressé d'ailleurs, Martial. Je suis encore un petit peu frustrée puisqu'on n'en a profité qu'une demi-heure. Et on a déployé une grande banderole sur la question du lycée Averroès. Lecture salafiste dans les lycées de votre ville, vous sentez-vous en sécurité à Lille? Voilà ce qui était exactement écrit, pour justement mettre le viseur sur ce lycée-là
et se demander si ces subventions ont lieu d'être. Et suite à cela, on a été interpellés, mais alors d'une façon extrêmement violente. On a été plaqués au sol quand même par la police en sortant. Il faut savoir qu'on était 4 petites jeunes femmes de 50 kilos, pas des grandes délinquantes, mais ils nous voulaient. Et en fait, on s'est rendu compte que moi, j'ai été interpellée par quelqu'un, par un homme qui faisait la sécurité de Gérald Darmanin le matin même. Donc on peut se demander s'il n'y a pas des liens. Et je pense qu'il y a eu un certain nombre de vices de procédure pendant cette garde à vue, parce qu'on a été pris en photo par ce même homme qui très certainement a dû après envoyer les photos peut-être à la sécurité privée, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y avait des ordres de la préfecture de vraiment mettre la main dessus sur nous. Et les OPJ, quand ils nous ont auditionnés, étaient extrêmement stressés parce qu'il y avait des ordres du préfet de vraiment vraiment de ne rien laisser passer nous concernant. Et on a fait 19 heures de garde à vue pour une banderole pour mise en danger de la vie d'autrui, puisque la banderole aurait pu tomber. Voilà, c'est incitation. Alors c'est ça qui me passionne, enfin passionne entre guillemets. Pouvez-vous me confirmer vraiment, parce que j'ai lu ça, je me suis dit, je rêve, parce qu'on est bien d'accord sur des opérations pacifiques. Tout à fait. 4 femmes, des banderoles, ça s'arrête là. Hein, une privatisation de la suite Coupole. D'accord. Bon, ça te fait que des dommages à M. Strauss-Kahn, personne d'autre. Bon, donc pouvez-vous me confirmer que cette action a entraîné des plaintes pour, je cite, incitation à la haine raciale, et alors, c'est vrai, vous le dites, mise en péril de la vie d'autrui? Eh oui, de la part de Martine Aubry et des gérants du Carlton. Eux étaient évidemment furieux qu'on ait utilisé leur suite, mais à la rigueur, je peux l'entendre. Mais Martine Aubry s'est vue très embêtée, puisqu'elle s'est rendue compte après coup que notre message n'était pas un message de haine du tout. On mettait en avant des faits. Et d'ailleurs, nous, la banderole, on l'a fait à partir d'un article du Figaro. Donc on ne prend aucun risque. On a le droit de se questionner sur des lectures salafistes. Il me semble qu'en France, c'est pas vraiment notre politique. Donc oui, on a eu une plainte. Martine Aubry a annoncé, en tout cas sur Twitter, qu'elle portait plainte contre nous pour incitation à la haine raciale, plainte dont on n'a toujours pas vu la couleur. Je répète, lecture salafiste dans les lycées de votre ville, vous sentez-vous en sécurité à Lille? Oui, donc, tout à fait. Et donc, les mises en péril de la vie d'autrui, je cherche, mais on a cherché longtemps, la police aussi d'ailleurs, mais ils cherchaient quelque chose visiblement aussi pour nous garder au chaud pendant la fin de la braderie. Voilà, mise en danger de la vie d'autrui, puisque la banderole aurait pu tomber sur quelqu'un, mais je vois pas très bien comment. Mais mine de rien, en fait, c'est quand même des actions qui sont en effet coûteuses, parce que derrière, une plainte, ça veut dire des avocats. Ça veut dire qu'après, il a fallu que nous, on porte plainte contre les diffamations, parce qu'en effet, on a... La Voix du Nord, mais aussi Libération, il me semble, qui ont titré qu'on avait des banderoles racistes, ce qui est faux, ce ne sont pas des banderoles racistes, on n'a pas été jugé sur ça. Et si je renvoie d'ailleurs au message des banderoles, il n'y a rien qui ne fait référence à une origine. Voilà, l'île devient Saint-Denis, qui est la cause de nos soucis. Tout à fait, et l'île devient Saint-Denis, nous, c'est par rapport au classement, l'île est en train de concurrencer Saint-Denis en termes d'insécurité. Voilà, c'est pas de notre fait, c'est à la vie. Alors, ces nuits de garde à vue, ces plaintes, est-ce qu'au moins votre action à Lille, elle a porté ses fruits? Eh bien, oui, les 19 heures... de l'aspect médiatique, c'est passé. Oui, l'aspect médiatique est passé. Mais au-delà, oui, des 19 heures de garde à vue et du riz méditerranéen sec que nous avons mangé là-bas, oui, en effet, ça a porté ses fruits, puisque les subventions ont depuis été retirées à ce lycée. Après moult rebondissements, le lycée n'est plus aujourd'hui subventionné par la région. Est-ce que ces procès, ces menaces, ces moyens d'empêcher vos actions, elles freinent votre activité, elles freinent vos actions que vous menez depuis plusieurs années? Sur tous les fronts d'ailleurs, parce que je vois là aussi un document qui indique qu'il n'y a pas que Lille, bien évidemment, que ça fait à toute la France que vous intervenez. Soit par des manifestations, soit par des hommages, des banderoles. On intervient dans les grandes métropoles. On a des antennes dans les grandes métropoles, dans presque toutes les grandes villes de France. Ça freine plutôt, je dirais, au niveau du recrutement. Il y a des jeunes femmes que ça freine de nous rejoindre puisqu'elles ont peur d'avoir des répercussions judiciaires. Alors si ça peut les rassurer, le fait d'être interpellé, placé en garde à vue ne donne pas lieu à une condamnation. Moi, je n'ai jamais été condamnée pour la moindre de mes actions. Donc voilà, on n'a pas eu de procès. J'ai eu un procès, mais qui a débouté sur un non-lieu. Donc voilà, on fait très attention au contenu des messages. En effet, la garde à vue, parfois, elle est essentielle pour la police parce que, typiquement, l'action qu'on avait fait place du Trocadéro, on était en niqab intégral, eux ont eu peur qu'on soit une association salafiste ou islamiste. Sur le coup, ils ne pouvaient pas savoir. Donc parfois, c'est juste pour eux aussi de calmer un peu le truc et de pouvoir étudier à fond un peu plus le dossier. Ça peut être du fichage aussi, on ne va pas se mentir non plus. Maintenant,
Maintenant, moi, j'ai pas vocation à aller dans le service public, enfin, à aller dans la police ou dans ce genre de métier. Donc, je sais que moi, je n'ai rien à perdre à ce niveau-là. Donc, c'est plus au niveau du recrutement, je pense qu'on perd un certain nombre de jeunes femmes. Néanmoins, on ne compte pas se freiner sur ce genre d'action parce qu'elles sont utiles. Nous, on l'a vraiment vu, et d'ailleurs, j'en veux aussi pour preuve. Non seulement elles sont utiles sur le plan militant, mais aussi sur le plan de l'influence. On a été contacté il y a quelques mois de cela, quelques semaines, par cette jeune femme qui a été violée par un migrant sous SQTF, Claire, qui ne savait pas vers qui aller. Et vu qu'on était les seules associations, la seule association à parler de cela, c'est vers nous qu'elle est allée, qu'elle a trouvé du réconfort et qu'on a pu aussi l'aider à médiatiser ce qui lui était arrivé. Donc on a vraiment un poids aussi à ce niveau-là qui est hyper important pour ces jeunes femmes qui ne sont représentées par personne, femmes ou moins jeunes. On sait qu'aujourd'hui, ça peut même arriver à des femmes que de 80 ans. Je vous renvoie aux faits divers de ces mois précédents. Et à partir de là, c'est là où vraiment, nous, on peut aussi numériser, entre guillemets, notre influence. C'est que derrière, il y a véritablement des victimes qui nous contactent, on en a toutes les semaines, qui nous expliquent ce qui leur est arrivé et qui trouvent un point d'ancrage chez nous qu'elles n'ont pas trouvé dans d'autres associations. Comment vous interprétez, par exemple, le rapprochement d'une personne comme Mila, jeune femme souvent controversée dans les médias de témoins et qui s'est rapprochée du collectif Némésis. Comment vous l'interprétez? Eh bien là, pareil, en fait, on a été la seule association à la défendre quand elle a été victime de harcèlement de masse, de menaces de mort, d'atteinte à sa vie privée. Elle a été quand même placée sous protection policière pendant des mois. Et on a été la seule association à ne pas avoir peur de prendre sa défense et de parler de ce qui lui est arrivé et de la soutenir. Quand d'autres associations féministes ont peur de la question de l'islamisme, ont peur de parler de la question salafiste, et nous on n'a pas eu peur de le faire, et de toute façon nous on n'est pas bloqués par une idéologie qui ne nous permettrait pas de le faire. C'est ça vraiment la vraie question aujourd'hui, je pense, du féminisme aujourd'hui, et c'est moi là où je leur en veux, c'est qu'elles ont vraiment une idéologie qui font qu'elles ont elles sont incapables de voir certaines victimes ou de les considérer comme telles, et c'est encore aujourd'hui le cas. Mila, il n'y a pas encore très longtemps, a été victime d'une fatwa par un Tchétchène. Ça s'est moins su parce que son affaire avait déjà pas mal éclaté, mais elle n'a reçu aucune marque de soutien de la part de ces femmes qui pourtant disent représenter les femmes. Et c'est ça qui est partager globalement la philosophie quand même. Eh bien, en tout cas, elle, à ce moment-là, se disait plutôt de gauche, en effet. Aujourd'hui, elle se dit de droite. Alors, est-ce que c'est par notre influence ou pas? Je ne le sais pas. Mais elle a trouvé chez nous aussi une oreille attentive, un soutien, une force aussi de pouvoir la soutenir et la porter dans ces difficultés-là. Et nous, si on a ce rôle-là, notre but, il est aussi de toucher le plus de femmes possible. Pas que les femmes forcément qui sont initialement politisées ou quoi. Nous, on a vraiment un objectif très large et de parler à tout le monde sans distinction. Mila, c'est pas forcément quelqu'un d'un milieu de droite, catholique, de milieu qui vote à droite. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se retrouve aussi dans notre discours parce qu'elle en a fait les frais. Je pense qu'il y a rien de plus révélateur de toute façon que le concret et le réel. Il y a beaucoup de femmes qui viendront chez nous à l'avenir, justement parce qu'elles sont confrontées à des violences auxquelles nous n'étions pas confrontés avant ou que les néo-féministes ne veulent pas voir. Des cheminements. Vous avez lancé une grande campagne par voie de dépliants, c'est ce que j'ai devant moi, et d'affiches à travers les grandes villes. J'en ai vu sur les murs de la capitale et jusqu'à les portes des studios de TVL. Quelle est la finalité? Alors nous, notre objectif maintenant, il va être vraiment de prendre encore plus d'assaut les réseaux sociaux. Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter, on a vraiment une possibilité énorme de pouvoir mettre en avant notre combat. Et nous, notre objectif aussi, il est de normaliser le fait que l'agression de rue peut toucher n'importe quelle jeune femme, n'importe quelle femme tout court d'ailleurs. Et donc, nous, on a envie de faire parler les victimes aujourd'hui. Agression de rue, mais pas que. On fait intervenir des femmes victimes de violences conjugales, des mères célibataires et tout un tas de femmes. Mais on a tellement diabolisé la figure de la femme dite de droite, ou de la femme qui avait le malheur de dénoncer des étrangers. Ça a été le cas de Claire, elle a été diabolisée suite à ces dénonciations. Que nous, on a dit non, on va normaliser, on va montrer des visages, on va faire parler des victimes et montrer que ce qu'on dénonce n'est pas le fruit d'une idéologie, mais vraiment le fruit du réel et de la réalité. Et pour ça, on lance ce qu'on appelle un média Némésis. Il existe déjà en vérité, mais on a besoin de plus de fonds pour pouvoir investir dans des locaux, pour pouvoir investir dans des caméras, ce qui coûte extrêmement cher, et pour pouvoir aussi permettre à ces victimes de se déplacer, de venir à nous, d'être prises en charge de la meilleure façon qu'il soit.
C'est vraiment pour l'onglet influence. Et la deuxième chose sur laquelle on a envie d'agir concrètement, c'est aussi de l'assistance. Pour la question de Claire, par exemple, aujourd'hui, qui a donc été violée par une personne sous OQTF, elle est obligée non seulement de suivre un traitement suite à l'agression qu'elle a subie, un traitement pour se reconstruire physiquement, mais aussi intellectuellement, psychologiquement. Elle suit une formation, une thérapie exprès pour les stress post-traumatiques. Et malheureusement, en France, c'est très mal pris en charge. À Paris, par exemple, vous avez 2 psychologues qui sont vraiment spécialisés là-dedans, avec des temps d'attente extrêmement longs. Quand vous avez subi un viol, ce n'est pas possible d'attendre pendant des semaines de voir votre psychologue ou votre psychothérapeute. Et donc, elle est obligée de prendre en charge ses frais elle-même. Quand je dis qu'il n'y a que 2 psychologues en France, à Paris, par exemple, c'est 2 psychologues payés par l'État. Mais il en existe plein d'autres, mais c'est à vos frais. Et donc, elle est obligée de payer elle-même son propre traitement. Et nous, on organise des levées de fonds pour pouvoir aujourd'hui prendre en charge son traitement. Très bien. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au stage d'autodéfense ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut apprendre aux jeunes femmes à avoir des réflexes. Alors, je ne dis pas du tout que pratiquer du MMA ou des stages d'autodéfense vont vous permettre de vous en sortir à chaque fois. Par contre, ça va vous offrir des réflexes de pouvoir crier, de pouvoir appuyer sur votre alarme de poche ou pouvoir appuyer sur votre bombe au poivre. Ça peut être ce genre de réflexe que l'on n'a pas si on n'a pas été entraîné à un petit peu de violence régulièrement. Et les stages d'autodéfense permettent d'être en contact. Donc moi, c'est vraiment, j'incite toutes les femmes, quel que soit leur âge. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les stages de self-défense explosent en termes d'adhérentes. C'est pas anodin. Je vous invite vraiment à vous inscrire là-bas. Nous, on en propose de temps en temps, mais pas de façon assez régulière. Je pense qu'il faut vraiment compléter sa formation après en s'inscrivant dans des clubs de Krav Maga ou même de sport de combat. Voilà, on en est là. Bon. Oui. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on vous contacte ? Bien évidemment, j'ai oublié cela. Alors, on va les inscrire sur cette vidéo, mais néanmoins, si vous voulez rappeler, oui. Je leur donne une anti-sèche. C'est très gentil, merci. Sur notre site internet Collectif Némésis, qu'on est en train d'ailleurs de refaire, par mail, collectif.nemesis@outlook.fr, sur nos réseaux sociaux. Alors là, on existe sur Twitter, Instagram, TikTok même pour les plus jeunes d'entre nous. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez devenir sympathisant de l'association si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme mais que vous ne souhaitez pas faire de terrain. Vous pouvez devenir militante pour aller déployer avec moi des banderoles en haut de palaces parisiens ou lillois et faire 19 heures de garde à vue avec moi. Et puis vous pouvez aussi nous aider de quelque façon qu'il soit en off, en nous aidant sur des informations, en étant vous-même des lanceurs d'alerte, en nous faisant remonter des scandales ou des faits divers que l'on n'aurait pas pu voir. Et dernière petite chose, on a un pôle qui s'occupe de faire de la veille médiatique et de répertorier tous les viols qui sont faits sur les femmes. Nous avons notamment réussi à sortir ce chiffre qu'en 2023, 46 femmes ont été soit violées, soit tuées par des personnes sous OQTF. Donc 46 femmes qui auraient pu être épargnées. Je suis certaine qu'il en a beaucoup plus dans les faits. Nous, on a réussi à avoir ce chiffre-là par rapport à ce que les médias nous donnaient. Mais si vous avez là encore des chiffres ou des informations auxquelles nous n'aurions pas accès, il est évident qu'il faut évidemment nous les transmettre parce qu'après, ce sont des chiffres que nous faisons remonter aux médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alice Cordier pour ce collectif Némésis et cette volonté de protéger nos mères, nos sœurs, nos filles, nos petites filles face à la barbarie. Merci. Merci beaucoup Martial.